Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. C'est une phrase de Trump en 2011, prononcée pour contrer la campagne de Barack Obama. Il y a une phrase que Donald Trump a prononcée en 2019. Intervenir au Moyen-Orient fut la pire décision de l'histoire des États-Unis. 6 ans plus tard, cet homme a ordonné l'une des offensives militaires les plus massives que la région ait jamais connues, contre l'Iran, aux côtés d'Israël, et avec des conséquences dont personne ne mesure encore vraiment l'étendue. Alors, comment expliquer ce retournement? Qu'est-ce qui a changé? Et surtout, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les discours officiels? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Rappelons d'abord très rapidement les faits. Ce samedi 28 février, les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran. Massivement. Pas une frappe chirurgicale, pas un avertissement. Une offensive d'ampleur qui a visé la capitale iranienne et plusieurs hauts responsables du régime. Parmi les victimes, le guide suprême Ali Khamenei lui-même, l'homme qui dirigeait l'Iran depuis 1989. Une attaque contraire au droit international, cela ne fait aucun doute pour la quasi-totalité des experts juridiques. En réponse, l'Iran a frappé, durement, des installations militaires américaines dans toute la région, en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Qatar, en Irak, à Bahreïn, au Koweït, en Jordanie. Israël a été directement ciblé. Des missiles ont touché des zones civiles. Le bilan humain est déjà lourd et il continue de s'alourdir d'heure en heure. Mais revenons à la question de fond. Pourquoi Trump a-t-il décidé d'intervenir maintenant? La première justification avancée est militaire. L'objectif affiché dès les premières heures était de détruire les capacités balistiques de l'Iran, sa marine, son industrie militaire. De neutraliser durablement un pays qui soutient depuis des décennies des groupes armés hostiles aux États-Unis et à Israël, le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban. Mais pourquoi maintenant, précisément? L'Iran est l'ennemi des États-Unis depuis 1969, depuis la révolution islamique. Ce n'est pas nouveau. Alors qu'est-ce qui a changé? Plusieurs éléments se combinent. D'abord, il y a Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien cherchait depuis longtemps à entraîner Washington dans un conflit direct avec l'Iran. Et selon plusieurs experts, il a fini par convaincre Trump de saisir ce qu'ils présentent tous les deux comme une fenêtre d'opportunité unique. Parce que le régime iranien est, aujourd'hui, dans une position de faiblesse inédite. Ses alliés dans la région ont été sévèrement affaiblis par des années de frappes israéliennes. Le Hezbollah est décimé. Le Hamas est à genoux. Les Houthis sont sous pression constante. Et à l'intérieur de l'Iran, le régime est profondément impopulaire. Des manifestations massives ont secoué le pays ces derniers mois. Des millions d'Iraniens sont descendus dans la rue pour réclamer la fin du régime islamique. En réponse, les autorités ont déclenché une répression d'une brutalité inouïe. Contre l'Iran, aux côtés d'Israël, plus de 30 000 personnes tuées en quelques jours, selon plusieurs ONG. Un chiffre qui donne le vertige. Le timing, en d'autres termes, n'est pas un hasard. Vient ensuite la question du nucléaire, qui est au cœur du discours officiel depuis des années. Dans les années 2000, des sites d'enrichissement d'uranium non déclarés avaient été découverts en Iran, des installations qui peuvent servir aussi bien à produire de l'électricité qu'à fabriquer une bombe atomique. En 2015, un accord international avait été signé sous Barack Obama pour encadrer ce programme en échange d'une levée de sanctions. 3 ans plus tard, Trump avait claqué la porte de cet accord, estimant qu'il ne garantissait pas vraiment l'abandon par l'Iran de ses ambitions nucléaires. Depuis, l'Iran a progressivement repris son enrichissement d'uranium, se rapprochant selon certains experts du seuil nécessaire pour obtenir l'arme atomique. C'est d'ailleurs dans ce contexte, Israël et les États-Unis avaient déjà frappé l'Iran l'été dernier. Mais voilà où ça devient intéressant. Au moment même de ces frappes, les services de renseignement américains affirmaient officiellement que l'Iran ne construisait pas d'armes nucléaires. Une contradiction notable entre le discours de la Maison-Blanche et celui de ses propres agences de renseignement. Et juste avant le début des bombardements de ce week-end, des négociations étaient en cours entre Washington et Téhéran.
le ministre iranien des Affaires étrangères assurait qu'un accord était à portée de main. Mais pour Trump, visiblement, la diplomatie n'était plus une option. Il y a eu d'autres justifications, d'autres discours. Trump a évoqué une menace imminente de l'Iran contre les États-Unis. Le Pentagone l'a contredit presque immédiatement en précisant que l'Iran ne prévoyait pas d'attaque à moins d'être frappé en premier. Trump a dit vouloir protéger les manifestants iraniens réprimés dans le sang. Quelques jours plus tard, ses propres ministres affirmaient que cette guerre n'avait rien à voir avec un changement de régime et ne constituait pas, selon les termes du ministre de la Défense, un exercice de construction de démocratie. Les discours changent, les justifications s'ajustent, et dans cette accumulation de contradictions, il devient difficile de démêler ce qui relève de la stratégie et ce qui relève de l'improvisation. D'autres éléments méritent d'être posés sur la table, même si personne ne les cite officiellement. L'Iran est l'un des 10 plus grands producteurs mondiaux de pétrole et possède les 3e réserves mondiales. Reprendre la main sur l'Iran, c'est aussi potentiellement reprendre la main sur une ressource énergétique considérable. Et puis, il y a la Chine. Depuis plusieurs années, l'Iran et la Chine sont devenus des partenaires stratégiques. La Chine est de très loin le principal importateur de pétrole iranien. Affaiblir l'Iran, c'est donc aussi affaiblir un partenaire clé de Pékin dans la région. Dans le grand jeu géopolitique entre Washington et Pékin, ce n'est pas un détail. Certains politiques américains évoquent aussi, avec moins de discrétion qu'on pourrait l'attendre, le dossier Epstein et la nécessité d'une diversion. Une lecture cynique, mais qui circule ouvertement. Ce qui est certain, c'est que la décision de Trump est loin de faire l'unanimité, y compris dans son propre camp. Beaucoup de ceux qui l'avaient soutenu rappellent qu'ils avaient voté pour quelqu'un qui promettait de mettre fin aux guerres coûteuses à l'étranger. America First, ce slogan qu'ils brandissaient à chaque meeting, signifiait pour eux moins d'intervention militaire, pas davantage. Les élections de mi-mandat approchent en novembre, et cette guerre pourrait bien peser très lourd dans les urnes. Pendant ce temps, la région continue de s'embraser. L'Espagne a refusé d'autoriser les États-Unis à utiliser ses bases militaires pour mener des frappes contre l'Iran, une décision rare et forte symboliquement. Trump a répondu en menaçant de couper tout commerce avec Madrid. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a alors pris la parole pour dénoncer la faillite du droit international, l'idée que le monde ne peut résoudre ses problèmes qu'à coups de bombe et la répétition des erreurs du passé. Des mots qui résonnent dans beaucoup de capitales européennes. La Turquie a annoncé avoir intercepté un missile iranien qui se dirigeait vers son territoire, probablement destiné à Chypre et à sa base militaire britannique. Et dans les eaux internationales au large du Sri Lanka, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien. 407 marins morts, 32 rescapés. Le bilan est encore incertain. Ce qui se joue en ce moment au Moyen-Orient dépasse le cadre d'un conflit entre États. C'est une recomposition profonde d'un équilibre qui tenait depuis des décennies. Est-ce que le régime iranien va s'effondrer, comme Trump semble l'espérer? Est-ce que cette offensive va provoquer une guerre régionale encore plus large? Est-ce que la diplomatie peut encore reprendre ses droits? Pourrait définir la forme du monde pour les prochaines décennies. On continuera à suivre tout ça avec vous. Prenez soin de vous. Martyr est notre honneur, c'est notre droit. Et le droit incontestable de nous.